Écoute, Maude, en fait, c'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir dans le cadre de ces grandes entrevues du Living Lab. Euh, Puis le but de ça, c'est vraiment c'est complètement informel. Fait que l'autre jour, quand on s'est parlé pour un autre projet que tu m'as proposé, je me suis dit que, tu sais, le système de santé, il y a souvent des questions de coût là-dedans. Puis en médecine, on y pense pas tant que ça. On est sensibilisé, mais on n'a aucune formation là-dedans. Et à quelque part, on se rend compte aussi, à travers nos années d'études, que les régions rurales n'ont pas nécessairement les services que les régions urbaines ont. Et c'est souvent des décisions, évidemment, logistiques, pratico-pratiques, de couverture de garde, mais c'est souvent des décisions économiques qui sous-entendent finalement l'accès aux services dans les régions rurales. Fait que je pense que de parler à une économiste de la santé, c'est vraiment important. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, parce que c'est un parcours vraiment intéressant, que tu nous parles un peu de ton parcours de formation et comment tu t'es intéressé à l'économie de la santé. Puis aussi, j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi un économiste de la santé exactement pour ceux qui... C'est quoi un économiste de la santé d'abord? Merci déjà de l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être la première jeune invitée. Je pense pas qu'il y ait une définition d'un économiste de la santé. Il y a beaucoup d'hétérogénéité pour utiliser un terme économique aussi, donc au sein des gens qui font de l'économie de la santé. Dans la discipline, enfin, l'économie, c'est une science sociale, puis dans cette discipline-là, je dirais que même ceux qui font des applications en santé sont déjà vus comme différents des économistes traditionnels. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui commencent à faire de l'économie de la santé sur le tard, si j'ose dire, c'est-à-dire pas avec un parcours en économie. Puis d'ailleurs, c'est mon cas. Je vois Anne-Sophie qui a dit qu'elle était en sciences biomédicales. J'ai fait mon bac en sciences biomédicales, donc je suis pas un parcours d'économie, comme je dis. Puis je suis comme arrivée à ça plutôt en posant des questions au cours de mon parcours académique et professionnel, qui est vraiment pas rectiligne. Pendant mes études en sciences biomédicales, je me suis intéressée, je dirais, plutôt aux aspects de santé publique. Donc, à la fin du bac, on devait faire un stage, puis j'ai fait un projet de fin d'études. Puis moi, je l'ai fait dans le domaine de la santé publique. Puis en même temps, puis j'ai vu que vous aviez Joanne Liu avant dans la conférence, dans l'entrevue avec Jean-Pierre Després. J'étais à l'Université de Montréal, il y avait un comité de bénévoles de Médecins sans frontières à l'Université de Montréal. Puis on organisait des événements où on invitait des médecins de Médecins sans frontières à expliquer. Puis ça attirait beaucoup de gens de médecine, mais aussi des gens qui s'intéressaient à la logistique en contexte d'aide internationale. Puis après mon bac, j'ai fait de la coopération internationale en Amérique centrale, dans les Caraïbes. Et puis, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui affectait l'état de santé des populations, puis aussi tout ce lien entre l'économie d'un pays puis l'état de santé de sa population. Les premières choses qu'on observe, souvent on voit quand un pays est riche, bien, la population a une meilleure espérance de vie, un taux de mortalité infantile plus faible, etc., etc. Puis là, après, bien, il y a certains pays qui sortent un petit peu de ce cadre-là. Les États-Unis, d'une part, parce c'est une superpuissance, puis que pourtant leurs indicateurs de santé sont pas si bons que ça. Puis, ben moi, ce qui m'avait remarqué le plus quand je regardais les données internationales, c'était Cuba qui était à l'opposé un pays avec un PIB par habitant très faible et malgré ça, des indicateurs de santé très bons. Et donc, j'étais allée j'ai eu l'opportunité d'aller vivre à Cuba et puis je me suis intéressée à leur système de santé. Puis là, j'ai compris l'aspect, on va dire, système de santé, l'importance des soins primaires qui sont à la base de leur système de santé, mais aussi tous les déterminants sociaux de la santé, les inégalités sociales, etc. Puis comment ça peut avoir un impact sur le bien-être d'une population. Et quand je suis revenue,
j'ai décidé de faire une maîtrise en administration de la santé à l'Université de Montréal. Et là, j'ai eu un cours en économie de la santé. Et ça m'a vraiment... c'est comme si j'ai découvert quelque chose que j'adorais. Tout d'un coup, de mieux comprendre quels sont... c'est une perspective complètement différente de ce que j'avais appris jusque-là, on va dire, dans le cursus en sciences biomédicales. C'est des connaissances très... on va dire, assez pointu sur le fonctionnement du corps humain, etc., puis qui, qui oublie tout l'aspect, on va dire, quasiment social de la santé, toutes les décisions qui se prennent, puis, puis l'économie, c'est une science sociale où on pense à, on a toujours des alternatives, on est toujours face à des choix de comment on va utiliser nos ressources. Mais nos ressources, elles sont toujours, elles sont limitées. Puis les besoins ou les envies sont illimités. Ce qu'on pourrait faire avec les alternatives, c'est illimité. On pourrait. Puis on est confronté à ça évidemment dans les systèmes de santé. Comment est-ce qu'on va allouer nos ressources? Puis pour essayer finalement l'objectif quelque part, c'est d'avoir la meilleure. Quand on parle du système de santé, d'avoir des meilleurs résultats de santé pour notre population. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des aspects hors du système de santé, des politiques publiques, etc., qui vont aussi avoir un effet sur la santé des populations. Si on met tout notre argent dans le système de santé, ben on n'aura plus rien en éducation, alors qu'on sait que l'éducation, c'est super important. On n'aura plus rien pour nos routes, puis on va avoir peut-être des problèmes plus d'accidents routiers, etc. Donc, c'est de penser à comment est-ce qu'on alloue les ressources. Puis là, après, quand on pense à comment est-ce qu'on alloue les ressources, on peut être vraiment à différents niveaux. On peut être à un niveau très macro du système de santé, le système de soins de santé, de manière générale, l'allocation aux hôpitaux versus l'allocation au CHSLD, etc. Donc, des différents secteurs du système de santé. On peut aller beaucoup plus micro à l'intérieur même d'un établissement, une décision qui se ferait entre acheter un appareil versus un autre, par exemple. Puis Richard a mentionné l'aspect coût. Ben, l'aspect coût, il est toujours dans la balance, mais l'économie, c'est pas juste une question de coût. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut avoir pour notre argent. Parce que il y a toujours si on met notre argent dans quelque chose, ça veut dire qu'on ne le met pas ailleurs. Donc est-ce que la façon qu'on investit notre argent, c'est la meilleure pour avoir les résultats ou bien est-ce qu'il y a une autre alternative? Puis c'est un peu c'est ces questions-là qu'on répond avec l'économie de la santé. Donc là, j'ai fait comme une espèce très vaste. Tu vois, puis ça, tu parles spontanément, puis avec beaucoup de profondeur par rapport à ça. Donc, tu vois, naturellement, on n'a pas besoin que les gens préparent rien, les gens arrivent spontanément, puis nous transmettent leurs connaissances très généreusement. Fait que Maude, comment est-ce que tu penses que les décisions sont prises dans le système de santé? Justement, comment octroyer des ressources? Fait que nous, c'est sûr, dans notre perspective, mettons, en médecine rurale, on a une idée. T'sais, évidemment, on travaille aussi avec le ministère, on voit comment ça se passe. Mylène Breton, Jean-Paul ont beaucoup d'expérience aussi avec le gouvernement. Mais en réalité, comment tu penses que les décisions sont prises? Est-ce qu'ils sont basées sur la clinique? Sont basées sur uniquement l'argent? C'est basé sur des pressions politiques. Comment est-ce que ces décisions sont prises? Et quel est le rôle de chacun là-dedans? Mais il n'y a pas un seul facteur. Il y a plusieurs éléments, puis c'est sûr, ça dépend toujours à quel niveau on parle de la prise de décision. C'est une politique publique au niveau gouvernemental, donc à quel échelon aussi, je dirais que ça se passe. Donc, puis, il y a, je dirais, je pense que quand on parle en politique, il y a l'aspect très politique de la chose. Souvent, on donne à ceux qui crient le plus fort. Donc, il y a des groupes de pression, il y a qui ont plus de pouvoir que d'autres et qui arrivent à influencer les décisions plus dans leur sens.
je dirais qu'en économie, on pense que quand on a un groupe d'intérêts, c'est normal qu'ils défendent ses intérêts. Donc, il y a pas, on n'est pas en train de juger n'importe quel groupe pour vouloir être mieux payé ou avoir des meilleures conditions. C'est un comportement qui semble normal et naturel. Le problème, c'est que ça peut créer, si certains groupes ont plus de pouvoir, des déséquilibres. Euh, J'aimerais dire que les décisions se prennent sur des données probantes, à la fois sur l'efficacité et sur le coût-efficacité, c'est-à-dire cet aspect-là de euh, on, pour les améliorations que quelque chose qu'une intervention peut apporter, faut penser aussi au coût marginal qu'elle représente aussi. Mais la réalité, c'est que, ben, d'une part, on n'est pas beaucoup avec une formation en économie de la santé au Québec. Moi, j'ai pas fini de parler de mon parcours. Je me suis comme arrêtée à la maîtrise, mais en fait, je me suis pas arrêtée à la maîtrise dans mon parcours académique. Donc j'ai fait mon doctorat en économie de la santé à l'Université de Toronto, mais dans un programme de recherche sur les services de santé, où l'économie de la santé est une concentration. C'est ça, donc je dirais, on n'est pas beaucoup au Québec. Puis l'accès aux données qu'on utiliserait pour faire des études est aussi un défi. J'avoue un défi auquel je m'attendais pas vraiment en revenant au Québec. J'étais pas au courant que c'était aussi difficile d'avoir accès aux données non agrégées. Donc, j'ai appris plein de techniques d'analyse que je pourrais appliquer sur les données de Medeco, de la RAMQ, etc., pour analyser, pour évaluer des politiques publiques, puis voir quels sont leurs impacts. Mais l'accès aux données est assez complexe au Québec. Donc, ça, c'est un des défis. Puis, le fait qu'on n'est pas beaucoup, ça fait qu'il y a peut-être pas autant, il y a pas tant d'études qui se fait pour informer la prise de décision des politiques publiques. Après, l'autre élément, c'est la culture organisationnelle ou la culture qui se retrouve dans notre système puis dans nos appareils, dans l'appareil étatique par rapport à la recherche. Donc, les gens ont tendance à aller vers puis j'ai vu le message de Mylène. Merci. Au revoir. Ça me fait plaisir de voir Mylène brièvement. Alors, on se tourne on a tendance à toujours se tourner vers ce qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire, si j'ai une formation plus là, sur les aspects qualitatifs, ben, quand je vais parler à des gens, je vais aller rechercher cet aspect-là. Puis finalement, comme on est peu en économie de la santé, ça fait qu'il y a comme il y a beaucoup moins de recherches qui émanent du Québec en économie de la santé et qui pourraient apporter cette perspective-là. Donc, je dirais que c'est une perspective qui est peu présente, malheureusement, que j'aimerais voir plus, parce qu'on a des perspectives cliniques, on a des perspectives de beaucoup d'autres milieux qui sont très importantes, puis ça n'enlève rien à ces perspectives-là. Au contraire, mais dans mon parcours, ce que j'ai vu, puis comme j'ai dit, moi, je viens pas de l'économie, j'ai fait mon bac en sciences biomédicales, donc je venais d'une autre perspective aussi quand j'ai découvert la perspective économique, que je trouve qui est très enrichissante, qui permet d'apporter un nouveau point de vue, une nouvelle façon de voir les problématiques, de les analyser. Puis c'est ça, donc j'aimerais que ce soit plus présent, J'aimerais que ce soit plus présent dans la prise de décision, donc les données probantes qui seraient issues d'une perspective économique, de recherche économique, mais je dois dire que ce n'est pas tant que ça. Donc, la rareté de ce genre de professionnel dont tu es, c'est pour ça aussi on trouvait ça intéressant de voir que les gens voient c'est qui une économiste de la santé comme toi, c'est quoi qu'est-ce qu'ils font exactement, parce que c'est très rare. J'aime mieux vous le dire. Là, moi, j'en connais pas vraiment. Là, il y a 2-3 noms qui circulent. Là. Vous êtes quoi? Moins de 10, on va dire, au Québec? Niveau académique, là, mettons. Dans la carrière académique, là, qui sont vraiment... parce que c'est sûr qu'il va y a des économistes qui font un peu de recherche en santé,
mais c'est comme un aspect mineur dans leur recherche. Alors, je dirais qu'on doit être autour d'une dizaine qui sont. OK. Fait que, donc, il y a cet aspect-là. Tu nous as bien expliqué comment les décisions pourraient être prises aussi dans un vacuum, en fait. C'est que quand tu n'as pas de personnes qui peuvent te permettre d'analyser ça de façon très poussée, des fois, les décisions ne se prennent pas uniquement sur des bases économiques parce que c'est dur à analyser tout ça. Puis on pense aussi au ministère que c'est des grosses, grosses équipes. On a aussi en grande entrevue Élise Berger-Pelletier qui nous a dit, en fait, c'est vraiment des tout petites équipes, puis il n'y a pas beaucoup de médecins non plus d'impliqués là-dedans, probablement pas beaucoup d'économistes non plus, lorsqu'ils prennent leurs décisions par rapport à l'urgence, à la médecine d'urgence, aux soins préhospitaliers, en exemple. Euh, fait que là, Maude, donc, alors, tu arrives là-dedans, dans cette carrière-là, formée à Toronto, puis je m'excuse, hein, je ne t'ai pas laissé élaborer parce que tu as travaillé vraiment avec les plus grands économistes de la santé de l'Université de Toronto. Voudrais-tu me rappeler le nom de... C'est qui ton directeur de thèse encore que... Walter Witches, c'est quand même assez, je dirais, très connu en Ontario, puis prendre dans le reste du Canada, un petit peu moins au Québec, mais quand même aussi au Québec. Puis il a développé toute la méthodologie de costing des services de santé en Ontario, que j'étais comme un peu la première à utiliser dans ma thèse doctorale. Maintenant, il s'est fait beaucoup de publications avec cette méthodologie-là, qui permet d'aller voir les coûts, d'estimer les coûts au niveau du patient pour tout le monde qui est assuré par la couverture publique en Ontario. Puis il y avait Audrey Laporte aussi qui était sur mon comité, qui est une économiste, beaucoup de collaboration en Europe, donc je dirais qu'elle est plus connue en Europe qu'au Canada probablement, mais excellente aussi pour toute la formation économique. Donc, tu as travaillé quand même avec un des top économistes de la santé au Canada. Moi, je l'ai déjà rencontré et travaille aussi avec Mylène. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'implique à plusieurs niveaux. Et tu arrives au Québec et puis là, tu es professeur à l'Université Laval. On ne l'a pas dit dès le début, c'était dans ton annonce. On est bien fiers de t'avoir avec nous. Est-ce que, par exemple, et comment tu gères ton temps? Donc, vous êtes rare, vous êtes sollicité de partout. Et comment tu gères de ton temps? Parce que, évidemment, le ministère doit débarquer avec des commandes. Ah, puis là, on a le docteur Dupuis. Bonjour, docteur Dupuis. Bonjour. Je ne suis pas en retard donc, d'habitude. Je suis pas en retard d'habitude, mais là c'était une réunion en arrière de l'autre. Il n'y a pas de problème. Docteur Dupuis, qui était notre dernière grande entrevue, finalement, Jean-Luc Dupuis, médecin à la Malbaie dans Charlevoix, un pionnier dans la région de Charlevoix. Fait que c'est intéressant que vous soyez avec nous, docteur Dupuis. Donc, on est avec Maude Laberge. On a déjà entamé l'entrevue. Maude, qui est une économiste de la santé. Donc, puis on va d'ailleurs toucher aux questions rurales dans un bout de temps. Mais là, on était sur la question, Maude, de dire, fait que là, tu sais, vous êtes rare, le gouvernement a plein de questions, probablement. Vous avez plein de médecins aussi qui font des projets de recherche, qui veulent ton expertise. On t'a d'ailleurs sollicité dans différents mandats, tu sais, juste avoir ton opinion. Comment tu gères ton temps là-dedans et comment tu décides de tes priorités tout en développant ta propre carrière académique, qui est comme la mienne, qui est comme les autres, c'est publish, tu dois faire des subventions d'un temps. Oui, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a certains économistes en santé qui sont focalisés sur une problématique. J'en connais une à McGill qui travaille sur certains cancers parce que finalement, ça permet de connaître l'aspect clinique suffisamment pour faire ça. Moi, à la base, mon intérêt, c'était vraiment sur les systèmes de santé puis les politiques publiques. Donc, ça reste général. Puis après, je dirais que j'arrive avec ma boîte à outils, c'est-à-dire toutes les techniques, les compétences que j'ai acquises au niveau modélisation, des aspects de comment on analyse les données. Puis les projets, le ministère ne cogne pas à notre porte, en fait. Je ne sais pas si c'est parce que il n'y a pas tant la culture au ministère de la Santé de collaborer avec la recherche, ou peut-être que c'est moi qui ne suis pas encore connue, ou bien peut-être que, je ne sais pas, Mylène se fait accoster fréquemment. Donc, je dirais, je collabore avec certaines personnes au ministère de la Santé, mais il n'y a pas tant de...
je pensais, en fait, peut-être c'est mon expérience, le modèle ontarien, Water était très sollicité par le ministère de la Santé en Ontario et il recevait comme des commandes de recherche, mais qui rentraient aussi dans sa programmation. J'aurais espéré que ce soit un peu le cas ici aussi, mais c'est beaucoup plus complexe, je dirais. Il n'y a pas cette même culture de dire, ben, on pense faire telle politique comme est-ce que vous voudriez faire un projet de recherche, modéliser l'impact financier que ça pourrait avoir, l'impact sur la santé, l'utilisation des services de santé que ça pourrait avoir, ou bien post-politique d'évaluation. Puis, l'impression aussi que j'ai eue puis peut-être que les choses vont changer, je ne sais pas, mais dans certains contextes, c'est qu'il y avait certaines, je sais pas, que certaines personnes étaient frileuses à l'idée d'avoir une évaluation externe de leur politique publique. Là. Donc, c'était pas mais bon, peut-être que c'est juste une impression. Donc, c'est ça. Donc, je sais pas comment, tu sais, je dirais l'aspect culturel de dire, ben, on a établi telle politique. Quels en ont été les effets? Donc, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en Ontario, je pense que le Québec venait de passer le remboursement pour la fécondation in vitro et l'Ontario considérait faire de même. Puis, je travaillais avec une équipe où on a modélisé l'impact que ça pourrait avoir en Ontario avec différentes suppositions de combien de couples s'en prévaudraient, l'impact budgétaire que ça pourrait avoir, le nombre de naissances que ça pourrait générer, etc. Pour aider à la prise de décision du gouvernement après, de dire est-ce qu'on va rembourser, à quelle hauteur, combien on va couvrir selon quels paramètres, etc. Donc ces aspects-là. Donc, d'un point de vue politique publique, je trouve qu'on n'est pas très sollicité du gouvernement. D'un point de vue recherche, là, c'est complètement le contraire parce qu'effectivement, je reçois beaucoup d'opportunités de collaborer avec des équipes très diverses. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve personnellement enrichissant parce que c'est toujours différent. Donc, j'ai l'opportunité de découvrir parfois des maladies différentes, des technologies, parfois c'est des questions d'environnement qui sont... Donc, j'apprends tout le temps dans le milieu de la santé sur des choses différentes. Comme je dis, il y a eu des opportunités très intéressantes. Certaines plus alignées avec mon intérêt initial en soins primaires, d'autres un peu moins, ou dans les politiques de remboursement ou de paiement, je dirais. D'autres un peu moins, mais ça reste que si je trouvais pas un projet intéressant, je n'accepterais pas de collaborer. Là, c'est sûr qu'il y a aussi du timing. Là. Parfois, on a des demandes sur lesquelles, puis je veux dire, Richard, tu sais comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de demandes de subventions qui sont soumises et peu sont subventionnées. Alors, parfois, c'est aussi de décider, les périodes de demande de subvention arrivent toutes en même temps, puis l'implication que je peux avoir va varier selon ce que j'ai dans mon assiette à ce moment-là. Donc, je dirais que c'est ça, c'est un peu de prioriser, puis de dire, quand je sais que j'aurai peu de temps pour contribuer, je le dis honnêtement à l'équipe, là, que l'implication que je peux avoir sur un projet va être plus minimale, puis quand c'est aussi plus éloigné de ce que je fais, ça va être plus minimal, puis par rapport à d'autres projets, puis une fois que c'est subventionné, j'avoue que c'est plus prenant. Là. Alors, j'ai appris, au début, je m'impliquais énormément dans toutes les demandes dans lesquelles je collaborais, puis après, j'ai réalisé que j'avais pas le temps. Alors, quand ça commençait à venir plus, j'ai réalisé que j'avais plus le temps de m'impliquer autant. Surtout dans la période de préparation de demande de subvention. Donc, c'est ça. Donc, je dirais que c'est déterminer aussi ce qu'on veut faire à moyen long terme, puis comment les projets s'alignent avec la programmation de recherche.
Puis moi, j'ai une programmation de recherche relativement large, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est l'efficience du système de santé. L'efficience, c'est ce lien entre les ressources allouées puis les résultats qu'on obtient. Donc, c'est toutes les décisions reliées à ça. Maintenant, ça peut être, comme j'ai dit, plus macro, plus micro. C'est ça. Donc, c'est intéressant. Fait que tu nous as expliqué un peu comment, finalement, je veux juste revenir sur un point, comment finalement le Québec, le gouvernement du Québec, t'as pas encore, les décideurs t'ont pas encore sollicité beaucoup, n'ont pas encore sollicité beaucoup ton expertise en économie de la santé versus l'Ontario avec tes professeurs et tout ça. Fait que c'est intéressant parce qu'on avait Joanie You, justement, qui nous mentionnait une experte mondiale en gestion de pandémie qui n'a pas été vraiment sollicitée non plus. Ça a été dans les journaux et tout ça. Ouais. Donc, nous, on a pu travailler avec Joanne dans le Living Lab, à travers avec nous, puis tout ça, fait qu'on a pu bénéficier de son temps, de son expertise de façon très, très généreuse. Fait que, alors, c'est ça. Peut-être qu'on est dans une culture, finalement, des fois de surconfiance, de gestion un petit peu plus contrôlée, ou simplement, on ne sait pas encore, et le temps, ça prend du temps pour connaître l'expertise des gens. Ceci étant dit, je peux te dire, ça fait 10 ans qu'on fait de la recherche en médecine rurale, puis je veux dire, on a publié des affaires qui démontrent qu'il y a 3 fois plus de morts dans les régions rurales d'un trauma. Puis, tu sais, ils sont très au courant de ça, là, OK? Ça a sorti partout. Puis, on ne nous demande pas notre opinion encore, OK? On ne nous demande pas, on a vraiment des idées sur comment, personne ne nous demande notre opinion là-dessus. Puis, ce qu'on me dit, c'est on ne sait pas quel bord le prendre, mais c'est ça. Fait que là, les gens se questionnent sur est-ce que c'est pas notre rôle à nous de prendre notre place à ces tables-là, puis de dire, écoutez, j'aimerais ça vous rencontrer, puis voici ce que moi je peux faire, puis on aimerait contribuer à telle manière. Fait que je veux juste te dire, Maude, on est un peu rendu là, on a appris beaucoup de Mylène Breton aussi qui fait ça avec son équipe, qui sont vraiment au premier plan, puis établissent des liens de confiance. Fait que c'est vraiment intéressant. J'aimerais t'amener maintenant en médecine rurale, si tu veux. Parce que là, tu parles d'efficience du système, mais là, on a un sérieux problème au Canada, hein, d'écart entre les régions rurales et urbaines. Fait qu'on a démontré au cours des 10 dernières années, finalement, qu'il y a un écart entre l'équipement des milieux urbains, ruraux, que ce soit des scans, des chirurgiens, des soins intensifs. On a réalisé aussi qu'on transfère beaucoup de patients et qu'il y a des coûts. Encore là, hier, j'étais avec CAIHI puis le Collège des médecins de famille du Canada, puis on n'a toujours pas de données nationales sur les transferts des patients. Donc, on ne sait pas d'où viennent les transferts, comment ça coûte, comment ça se passe. On n'a pas de données nationales. On a passé 2 mois à étudier ça pour faire un rapport au collège disant qu'on n'a pas cette information-là. Ça, c'est comme un peu un scandale même au niveau des régions rurales. Et là, donc, mais on sait qu'il y a un écart en termes d'équipement et c'est pour ça qu'on doit transférer des patients. Puis on a aussi démontré qu'il y a des écarts au niveau de la mortalité. Puis on ne peut pas suivre des indicateurs, par exemple, de qualité de soins, dont passer un scan à l'intérieur de 30 minutes lorsque tu as des symptômes suggestifs d'un AVC parce que ton scan le plus proche est trop loin. Et bref, on en passe, on en passe. Fait que là, la question, c'est, sur le plan, c'est souvent des questions économiques. OK? Fait que si tu es capable de faire la démonstration que si tu n'as pas les services, c'est qu'on dit qu'un transfert interétablissement, c'est le reflet de l'incapacité réelle ou perçue simplement d'une équipe rurale de prendre soin du patient. Peut-être qu'ils sont capables, mais ils ne sont pas confiants à le faire, mais peut-être qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire. Évidemment, trauma crânien, problème neuro, problème cardiaque, mais qu'ils doivent le transférer. OK? Et il y a des coûts, si on parle dans le Grand Nord, c'est 10 000 de l'heure, juste un avion. Fait qu'on envoie beaucoup de personnes dans le Grand Nord juste pour passer un CT scan. Et tout ça, c'est vraiment pas étudié. Hein? Il y a pas on ne connaît pas ça vraiment. Fait que la question, c'est comment est-ce qu'un économiste de la santé peut venir pour aider à étudier ça, puis aider à dire, ben écoute, non seulement il y a une inéquité sur le plan de l'accès, il y a des conséquences de cet accès-là. Je pense que nous, on le démontre bien. C'est même pas économique. Tu ne sauves pas une scène avec ça. Fait que comment est-ce que tu fais cette démonstration-là? En fait, c'est de penser à, comme je dis, en économie, on regarde les alternatives, les options finalement. Donc là, on a le statu quo, la situation actuelle pour, mettons, une population donnée, un service donné, d'examiner les coûts de ces trajectoires de soins-là et les résultats de santé qui en découlent. Puis, de penser, ben si on
changeait quelque chose là-dedans. C'est-à-dire, je sais pas si on parle d'un scan que c'est un transfert qui est fait à cause de l'absence de scan. Donc, l'alternative serait d'avoir un scan dans cet hôpital, par exemple. Ben, c'est de voir encore là, si on l'a pas encore acheté le scan, c'est de modéliser puis d'estimer le coût qu'aurait la trajectoire si on avait un scan sur place. Donc, si on avait un scan sur place, on a peut-être aussi besoin d'un technicien en radiologie, par exemple. Puis, je sais pas, est-ce qu'on a un radiologue sur place ou bien est-ce que ça peut se faire à distance? Donc, essayer de tout repenser finalement une alternative à la situation actuelle, puis de voir le coût de notre situation actuelle versus notre alternative. Il peut y avoir plus qu'une alternative, là, mais l'idée, c'est qu'on doit toujours être en train de comparer deux options minimalement. Puis, je dirais que c'est pour ça que il faut de vous et de nous ensemble, c'est-à-dire il faut les cliniciens qui sont capables de penser voici ce qu'on aurait besoin, puis de voir comment est-ce que ça changerait là-dedans. C'est pas juste de dire un scan, parce qu'on sait que le scan, il va pas rouler tout seul non plus, là, puis c'est pas juste d'acheter le scan. Donc, puis peut-être que, puis là, après les transports, ben la situation actuelle, on peut regarder les données réelles. Encore là, comme je dis, il faut avoir accès à des données réelles pour estimer. Donc, c'est la situation actuelle. Donc, sur une année, donc mettons, à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, il y a eu X nombre de transferts pour un scan parce qu'on n'en a pas, par exemple. Puis, le coût de ces transferts-là a été de X montant. Puis là, donc ça serait la situation actuelle. Puis on regarde, bien, si on avait un scan, donc là, on imagine une alternative. On estime les coûts de cette alternative-là. Puis on voit aussi, est-ce que le fait que les patients ont été transférés, donc il y a un délai de temps, est-ce que ça a pu avoir un effet sur leurs résultats de santé? Donc, on regarde les résultats de santé. Nous, on fait les analyses au niveau des patients, au niveau des individus. Donc, c'est sûr que là, on peut voir la mortalité ou leur durée de séjour, etc. Donc, de trouver des indicateurs des résultats de santé pertinents à la condition, à la population. Puis, comme je dis, ça se fait en collaboration avec les cliniciens. Puis, d'avoir des estimés de l'alternative. Donc, si les patients n'ont pas été transférés dans l'établissement, qui avaient reçu leur scan à Baie-Saint-Paul, est-ce que ça aurait eu des impacts sur leurs résultats de santé? Puis, donc, c'est de comparer, comme j'ai dit, les deux, les résultats de santé et les coûts pour soutenir la décision de ce que ça... à la fin, est-ce que on est... Ben déjà, est-ce qu'on a un coût moindre pour des effets similaires ou est-ce qu'on a... ben, si on a un coût moindre avec des meilleurs résultats de santé, la décision semble assez facile. D'habitude, on arrive dans une situation où on a des coûts plus élevés, mais des résultats de santé meilleurs aussi. Puis, c'est là qu'on fait de l'évaluation économique vraiment plus poussée pour savoir, ben, quel est le coût par l'unité marginale de résultats de santé obtenus. Donc, si notre résultat de santé, c'est un décès, ben là, ce serait quel est le coût par décès évité. Puis après, moi, je dirais que c'est là où le rôle de l'économiste de la santé s'arrête. Là, nous, on analyse tout ça, puis après, on apporte ça aux décideurs, puis c'est aux décideurs de dire s'ils sont prêts à payer pour ce gain marginal. C'est-à-dire, si ça nous coûte 1 000 $ sauver une vie, je pense que la question est répondue assez facilement. Si le coût par vie sauvée est dans les 3 millions, ben peut-être que ça devient... donc, on va faire le choix finalement de pas fournir cet appareil. Ben bon, là-dessus, moi, ce que je vais faire, c'est qu'après ça, je vais céder la parole à d'abord en priorité, à nos résidents qui vont poser des questions plus rapid fire. Fait qu'ils vont t'adresser une question, puis tu peux y répondre un peu plus rapidement pour qu'on ait un échantillon. Puis là, on va toucher aux 5, on va essayer de toucher aux 5 sphères. Fait que là, on a parlé un peu de médecine rurale, on a parlé aussi de ton domaine, l'économie de la santé. Juste te poser donc moi, je me suis centré un peu plus là-dessus.
On a parlé quand même de leadership au niveau gouvernemental, que peut-être un gouvernement plus centralisé dans sa façon de penser. On ne va pas nécessairement consulter les experts. On n'est peut-être pas au courant des recherches, pas au courant. Fait qu'on a parlé aussi de leadership à travers ton discours. Juste te poser, as-tu un exemple à nous donner, OK? Dans le système de santé actuel, d'affaires qu'on fait qui coûtent super cher, dans n'importe quel domaine, pas besoin de rural, que tu dis, hey, ça n'a pas d'allure qu'on continue de faire ça. Que ce soit un médicament, que ce soit des traitements en oncologie hyper chers avec peu de bénéfices ou je dis n'importe quoi. Y a-t-il un domaine qui te vient à l'esprit? Ah, ça, c'est cité partout. Les gens mettent ça en doute, puis on devrait faire quelque chose avec ça. Y a-t-il un exemple, même Canadiens qui vont nous faire oh boy, saviez-vous ça? Je vais peut-être pas à ma connaissance de quelque chose de flagrant. Puis je dirais aussi qu'il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte une fois qu'on fait une évaluation économique. Il y a aussi l'impact budgétaire que ça peut avoir. Je veux dire, un traitement qui apporte un gain marginal qui va être appliqué à beaucoup de gens, même si le coût par gain pour ce gain marginal-là n'est pas très élevé. Si ça s'applique à beaucoup de monde, ben l'impact budgétaire va être quand même très important. Alors que quand on est dans des maladies très rares, souvent les traitements sont dispendieux, mais on est prêt à payer plus parce que on dit ben ça affecte juste 10 personnes au Québec. Donc même si on paye très cher, dans l'enveloppe globale, l'impact ne va pas être si élevé que ça. Puis c'est aussi toujours de penser quelles sont les alternatives. Donc si on est dans des maladies qui n'ont pas de traitement, puis que l'on découvre quelque chose, c'est pas la même chose que dans les maladies où il y a déjà plein d'options de traitement, puis là on en a un petit peu meilleur qui coûte plus cher. Donc il y a déjà des traitements existants, etc. Donc comme j'ai dit, il y a vraiment d'autres paramètres qui rentrent que juste le coût par gain marginal souvent, on utilise ce qu'on appelle le QALY, c'est le Quality Adjusted Life Year. Donc, c'est une quantité multipliée par la qualité de vie reliée à la santé comme une unité. Puis, on dit qu'au Canada, on couvre pour tous les traitements où le QALY est estimé à environ 50 000 ou moins. Donc, ça, c'est une année de vie de qualité parfaite, à peu près. Okay. Mais, comme j'ai dit, on va quand même couvrir certains traitements qui sont bien au-delà de ça, en considérant que ça affecte peut-être une population plus marginalisée, plus vulnérable, ou qu'il n'existe pas d'autres alternatives. Donc, c'est pour ça que il y a d'autres éléments. Puis, l'autre chose aussi, je dirais, c'est il y a de plus en plus des nouvelles perspectives qui sont prises en compte, et particulièrement les préférences des patients aussi. On a eu une tendance dans le passé à penser à un outcome clinique, puis de mettre une valeur à ce résultat de santé clinique d'une perspective médicale, qui n'étaient pas nécessairement les éléments les plus importants quand on pense à l'ensemble de la qualité de vie du patient. Puis ça, l'exemple clé pour ça, c'est le cancer de la prostate. D'ailleurs, c'était un professeur à l'Université de Toronto qui a fait énormément toute sa prévention de recherche là-dessus. Puis ça a changé même les lignes directrices de traitement en cancer de la prostate. Donc, avant, systématiquement, on traitait un cancer de la prostate à partir de, je pense que c'était un score je me souviens plus, c'est un score de 6 et plus sur une échelle, en tout cas, je suis pas clinicienne. Maintenant, on discute des options thérapeutiques avec les patients. Parce que la réalité, c'est que si on pense juste à en tant que clinicien, on dit puis c'est pas méchamment là, mais les médecins ont tendance à dire je veux que mes patients aient survivent, ou ils vont considérer que ça c'est l'élément important, c'est la survie du patient le plus longtemps possible, etc. Puis donc c'est ça qu'il faut favoriser, alors qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte dans la qualité de vie des patients, puis qui font que s'ils avaient tous ces éléments de décision-là, ils prendraient peut-être pas l'option d'un traitement qui leur est proposé. Puis donc ça
le fait de considérer les préférences des patients dans l'équation, parce que dans le fond, c'est une équation c'est des équations qu'on fait en économie de la santé, mais de considérer les préférences des patients, ben, ça change le résultat de l'équation. Puis on dit, ben, il faut pas, ça change la valeur du traitement quelque part. Si on avait juste regardé la mortalité ou la survie à 5 ans, par exemple, mais dans le cas du cancer de la prostate, on n'avait pas examiné l'impuissance, etc. Ben, des choses qui affectent beaucoup la qualité de vie des individus, ben, on avait surévalué le traitement clinique par rapport à ce que les patients, comment eux l'évaluaient. Donc, je dirais que les aspects de résultats, les aspects de résultats de santé et de quelle perspective. Et là, la recherche en économie de la santé sur tout ce qui est évaluation économique, de plus en plus prend en compte les patients. Mais je pense qu'on est encore dans le début, là. J'ai fait un projet récemment avec une patiente sur mon équipe. Elle disait qu'elle, par rapport aux préférences, ben, c'était une parente d'un enfant, mais les préférences des parents pour des suivis à long terme dans les maladies chroniques, parce que ben, finalement, ça a un impact sur eux. Puis moi, je pense qu'on ne répond pas. On a une tendance à la fois au niveau ben, clinique, les lignes directrices sont basées sur des résultats moyens, alors que la base de quand on pense en économie, c'est l'hétérogénéité, c'est-à-dire on va avoir des réponses différentes des patients. Puis cette incertitude, quand on fait de l'évaluation économique, on le voit, là, il y a des patients qui vont très bien répondre à un traitement, d'autres moins bien. Il y a des coûts qui vont varier. Puis à la fin, on fait des moyennes avec ça. Mais les moyennes, ça cache cette disparité-là. Puis après, on développe des lignes directrices et des guidelines cliniques sur les moyennes, mais les moyennes, ça s'applique pas nécessairement à tout le monde dans nos patients. Donc l'idée, puis ce que je veux pousser dans le futur dans la programmation, c'est d'aller voir, de décortiquer cette hétérogénéité-là, puis comment est-ce qu'on peut mieux répondre aux besoins des patients. Donc d'avoir la valeur quasiment au niveau du patient. De dire au médecin, avant de dire systématiquement, je vais voir mon patient aux 3 mois, ben peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'un suivi plus rapproché, puis d'autres qu'on peut voir une fois par année, puis ça va très bien lui convenir, par exemple. Fait que, ben, merci, Maud. On se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de nuances là-dedans, puis que et je pense que ça, c'est utile beaucoup pour les cliniciens, même à tous les jours, lorsqu'on pense au tout le courant choisir avec soin. OK, puis les jeunes sont de mieux en mieux formés par rapport à ça. Donc là, j'aimerais céder la place. Donc, ce que je vais vous demander, tout le monde, c'est à chacun votre tour de peut-être dire un élément que vous avez appris qui pourrait résumer la présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Puis que ça soit différent d'une personne à l'autre, peut-être, puis comme key point, puis poser votre question qui a peut-être un rapport à un autre des autres éléments. Donc, on avait dit le wellness, gestion d'une pandémie. On a parlé de médecine rurale, leadership. Fait que je vous laisse orienter vos questions. Laurence, on va commencer avec toi. Parfait. Donc, merci. C'est super intéressant comme discours. Puis, c'est pas un discours auquel on a souvent accès. C'est vraiment un autre côté de la médaille là, que la clinique. Ce que je retiens, ce qui m'a surpris un peu, là, c'est justement à quel point vous êtes probablement pas beaucoup consulté pour justement les politiques. Il y a probablement plein de décisions qui sont faites sans qu'on se penche vraiment sur la question économie, puis pas juste coût des choses, mais tu sais, vraiment efficience, investissement, bénéfice, puis tout. Fait que, je pense que en tant que gouvernement, que société, on a de quoi à gagner là-dedans. Puis ma question, dans le fond, ce serait plus pour le côté pandémie puis innovation. Là, on a vu qu'il y avait plusieurs avenues de la télémédecine qui étaient mises devant. On essaie de faire des suivis téléphoniques puis tout. Vous, d'un point de vue économique, comment vous voyez ça? Pensez-vous que c'est quelque chose qui aurait avantage à perdurer dans le temps, qu'on aurait avantage à développer plus en tant que clinicien? C'est super vague là, comme question, mais comment vous voyez ça un peu? Merci pour cette question-là. C'est vraiment intéressant. J'ai un projet en ce moment en télémédecine, okay, d'ailleurs. Puis, il y a différentes façons de voir la télémédecine. Je pense qu'à la base, avant le contexte de la pandémie, c'était surtout une question de favoriser l'accès. Puis, notamment, vous êtes dans les milieux ruraux, par exemple, où on n'a pas les ressources localement. Donc,
ça permet à des patients d'avoir accès à des médecins spécialistes, par exemple, à distance, etc. Puis là, d'un point de vue économique, si on pense, ben l'alternative à la télémédecine avant, c'était probablement juste pas de consultation. Donc, si c'est pas de consultation, puis que là, il y a une consultation en télémédecine, on a un coût additionnel. Donc, on n'a pas sauvé des sous. Là. Donc, je ne vais pas dire on va utiliser la télémédecine pour sauver de l'argent. Non, mais par contre, on a un bénéfice, on a un accès qu'on n'avait pas avant. Donc, on a un besoin qui était non comblé, qu'on a comblé. Donc, dans ce sens-là, ça répond, on a ce bénéfice-là. Donc, on a un coût, mais on a un bénéfice. Maintenant, avec le contexte de la pandémie, puis le décret qui est vraiment fait comme tout d'un coup, tout le monde utilisait la télémédecine. Les médecins peuvent maintenant facturer pour les téléconsultations. Je pense que ça change, là, c'est pas des consultations, on commence à voir la télémédecine comme pas des consultations qui n'auraient pas eu lieu par manque d'accès, mais on remplace, donc c'est une substitution de consultations qui auraient eu lieu en personne, mais là, elles ont lieu en télémédecine. Puis, il y a différents éléments, donc qui dépendent en partie, je dirais, d'un point de vue économique, là, de la façon qu'on paye les médecins. Si on les paye, puis là, le décret a juste dit on va donner le même tarif. Donc, si on paye le même tarif, en théorie, d'un point de vue économique, on voudrait en avoir autant pour notre argent de l'autre bord. C'est-à-dire, la téléconsultation devrait être équivalente d'un point de vue bénéfice pour le patient à la consultation en présentiel. Alors ça, c'est un point de vue qu'il faudrait voir, est-ce que c'est équivalent? L'autre aspect aussi, c'est si c'est équivalent en bénéfice, mais que elle permet d'augmenter, donc elle prend moins d'efforts pour les médecins, par exemple. Donc, il y a des études qui ont été regardées, qui ont vu que les téléconsultations par téléphone ou en visio sont de durée plus courte, donc mettons 10 minutes au lieu de 15 minutes, donc permettent aux médecins d'en faire plus. Ce que ça veut dire, c'est que il va y avoir une augmentation du nombre de visites vu qu'il y a une plus grande disponibilité des médecins, et donc ça va avoir un impact budgétaire si on n'ajuste pas le tarif à l'effort que ça implique, c'est-à-dire au temps que ça implique. Donc ça, c'est quand on est dans une rémunération à l'acte. C'est sûr que si on est... moi, je pense que ça s'aligne mieux la télémédecine de façon générale avec une tarification, avec un paiement type capitation ou salaire, ou etc., où on dit, ben, dans le fond, peu importe la modalité, si le médecin est en charge, donc, mettons, moi je travaille beaucoup en première ligne, donc je dirais, si le médecin de famille a un montant fixe pour prendre soin de chaque patient, il va vouloir utiliser la modalité la plus efficiente pour lui et le patient. C'est-à-dire s'il peut faire juste un appel pour suivre son patient, puis que le bénéfice est le même, ça prend moins de temps, c'est plus efficient, il va le faire au lieu de faire venir le patient. Donc, l'autre élément, c'est l'aspect de préférence des patients. Je pense qu'il y a beaucoup d'individus. Donc, il y avait beaucoup de réticence avant la pandémie à l'utilisation de la télémédecine, à la fois de la part des médecins et des patients. Et je crois qu'avec la pandémie et que tout le monde a été forcé de l'utiliser, ils ont découvert quelque chose. Ils ont découvert quelque chose que peut-être ils aiment ou peut-être ils n'aiment pas. Moi, j'en ai discuté avec des patients qui sont passés de j'aurais jamais voulu la télémédecine à j'adore ça. C'est pratique, j'ai pas besoin de me rendre nulle part, j'évite un transport. Avec la télémédecine, ce qu'on fait, c'est on diminue le coût pour le patient. On diminue son coût de transport, on diminue son coût d'attente à la clinique. Donc, ça pourrait avoir un effet, donc c'est un bénéfice pour le patient. Si le bénéfice clinique, c'est-à-dire la qualité de la consultation est la même, le patient devrait préférer la téléconsultation parce qu'il y a un coût moindre, puis il y aurait un bénéfice similaire. S'il trouve que la qualité est moindre, ben là, ça pourrait changer la balance. S'il trouve que la qualité est meilleure et que son coût est moindre, ça pourrait avoir un effet sur la demande pour les patients. Donc, ils pourraient vouloir comme plus de consultations parce que c'est plus simple.
Donc, si j'ai un petit bobo puis que je me dis qu'il faut que j'attende 3 heures à la clinique, je vais laisser tomber d'aller voir le médecin, mais que si je peux avoir une téléconsultation rapide, c'est réglé en 10 minutes, ben je vais le vouloir plus. Donc, mon coût est moins. Donc, l'impact sur la décision du patient. Donc, je pense que les changements qui ont eu lieu avec la pandémie, dans le sens où l'utilisation de la télémédecine a beaucoup de bénéfices potentiels, mais ça va dépendre des paramètres. Donc, est-ce qu'on continue à rémunérer de la même façon qu'on l'a fait dans un contexte de pandémie, au même tarif? Moi, je pense qu'il faudrait évaluer l'impact que ça a eu avant de prendre une décision à long terme. Je sais que pour tout ce qui est médecin de famille, le ministère considère, il m'a quand même consulté là-dessus, considère de faire des changements au mode de rémunération des médecins. Donc, si ça se passait à long terme, ça aurait aussi un impact. Mais à court terme, dans un contexte de facturation à l'acte, je dirais que je voudrais qu'on puisse voir est-ce qu'il y a eu, mettons, une explosion de facturation. Je me dirais, ben, les médecins ont commencé à appeler leurs patients puis à faire des petits rendez-vous de 2 minutes puis à facturer. Ouais. Il y a moins de vérification potentielle avec la télémédecine, ce qui laisse la place à l'abus potentiellement aussi. Mm-hmm. Est-ce que ça répond à ma question? Oui, ça répond super bien à ma question. Merci. Juste un petit point là-dessus. C'est sûr qu'il y a des programmes qui, finalement, donnent accès aux consultations. Tu sais, fait que le gouvernement veut avoir aussi accès à ton temps de consultation. Donc, il y a des programmes maintenant qui pourraient transmettre l'information au ministère par rapport à ça. Donc, il y a quand même des éléments-là qui sont comptés. C'est vraiment un point intéressant. C'est une réponse vraiment complète que tu nous as donnée par rapport à ça, qui est à garder en ligne de compte. Juste un contrebalan de ça, c'est que les médecins étaient très réticents à s'embarquer en télémédecine pour vraiment beaucoup de raisons. Je pense qu'ils ne croyaient pas vraiment tant que ça à plein niveau. Et ce n'est pas des gens techno. OK? Au départ, un médecin, c'est pas pour des raisons. La jeune génération, c'est différent, mais juste le dossier médical électronique, la venue du DMR était une cause de burn-out vraiment important chez les médecins. On pense même, selon les travaux d'Hassan Alani, là, que tu connais bien, un des facteurs importants, je pense que ça pourrait expliquer à peu près 30% du burn-out. Donc, les systèmes n'ont pas été adaptés non plus pour les professionnels, mais plus pour les preneurs de décision. Fait que là, ils s'embarquent là-dedans. Est-ce qu'on va dire, OK, on met ça, OK, bon, parfait, venez donc à ma clinique, moi, je ne fais pas de télémédecine. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça, c'est un facteur à garder en ligne de compte, là, si au cas où il n'y avait pas pensé, c'est comment tu réverses une décision dans un momentum qui pourrait faire en sorte que, bon, bang, ils vont arrêter. Donc là, c'est juste un truc comme ça. Comme le temps file, puis on veut t'entendre, ce que je vais te proposer, Maude, c'est si tu peux nous donner une réponse rapid fire, puis on sait qu'on n'aura pas une réponse détaillée, puis mais on va rester sur le goût, peut-être de t'inviter à nouveau, mais de toute façon, on veut t'embarquer dans le Living Lab, comme tu sais. Tu avais participé, on était un peu à la dernière minute, la dernière fois, pour te montrer un peu ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, mais il y a tellement de possibilités d'implication pour tous tes étudiants et toi-même aux différents projets du Living Lab parce qu'on veut leur donner aussi une saveur économique. J'irai avec Benoît maintenant pour ta question, Benoît, en soins préhospitaliers. Bonjour. Même ma question, c'est par rapport avec les fusions qu'il y a eu dans les dernières années. Charlevoix est une région qui est à 1 heure des centres universitaires, qui est en plus englobée dans le CIUS Capitale Nationale. Est-ce qu'une région comme Charlevoix va être avantagée ou désavantagée au niveau des décisions puis au niveau monétaire versus une région 100% rurale, exemple la Côte-Nord, qui va juste être un peu plus loin, mais qui n'est pas englobée dans le centre universitaire de Québec, là? C'est une bonne question, puis c'est difficile à répondre. Je te dirais, les fusions ont comme éloigné les décideurs du terrain. Puis ils ont de la pression de tous côtés. Hein? Puis je ne sais pas quelles caractéristiques ils prennent, quelles variables, qu'est-ce qui détermine leur prise de décision. Je dirais juste par expérience qu'effectivement, la majorité de ce que j'entends, de ce qui se passe au CIUS, c'est très centré sur la capitale nationale. Puis je pense que ça, c'est un défi relié aux fusions qui
qui traite plus, je pense, qui pose surtout des questions de gouvernance, là, de gouvernance par rapport avec la responsabilité dans chacun, la responsabilité populationnelle, est-ce que de comment on répartit les ressources pour couvrir les besoins à l'échelle du territoire, puis de réduire les inégalités. C'est sûr qu'une région comme la Côte-Nord se retrouve avec un peu cette problématique-là sur l'ensemble de son territoire, alors que la capitale nationale a une situation particulière où on a quand même des centres académiques au centre, puis population plus répartie. Je pense que ça va être, quand j'ai dit les groupes de pression et ceux qui parlent, qui crient le plus fort vont avoir le plus d'attention. Donc, je pense qu'il y aura un élément plus de politique interne qu'autre chose. Puis, Benoît, aussi, peux-tu nous donner un peu qu'est-ce que tu as retenu? C'est quoi le message que tu as pris de la discussion de Maude, si on veut résumer? Donc, on avait Laurence et toi. Non. C'est que les aspects économiques, moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est que les aspects économiques, c'est beaucoup plus compliqué, puis il y a beaucoup plus de niveaux que juste qu'est-ce qui coûte le moins cher, qu'est-ce qui est plus avantageux versus, il y a plusieurs paliers. Il faut qu'on regarde beaucoup plus loin, à la fois au niveau de la santé générale, les coûts associés, puis les conséquences associées à ces décisions-là. Je voyais ça beaucoup plus primaire comme notion, mais je m'aperçois que c'est beaucoup plus profond que ce que je pensais. Des grandes méthodologies aussi pour tout évaluer ça, qu'on n'a même pas abordé. Moi, j'ai vu des formules que Maude a mis sur un tableau une fois qui relèvent de la complexité aussi mathématique. Et ils ont un cerveau vraiment aussi mathématique qu'on n'a pas pu démontrer aujourd'hui, mais effectivement. Bon, donc, la complexité des prises de décision vraiment importante. Anne-Sophie? Oui, donc moi aussi, dans le fond, qu'est-ce que je retiens là, c'est vraiment la variété de points qui sont pris en compte. J'étais surprise de voir là, que ça va vraiment jusqu'aux patients, puis des résultats cliniques aussi. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais moi, je me demandais, dans le fond, comment les enjeux éthiques ils s'intègrent à travers vos recherches. Est-ce que c'est vraiment pris en compte à travers ou c'est quelque chose qui s'étudie plus par après? Je dirais que ça dépend du projet en soi, là, parce que si on est dans quelque chose comme un essai clinique, un essai contrôlé randomisé, il va y avoir une approbation éthique requise pour le faire. Tout ce qui est utilisation des données administratives requiert une approbation éthique, c'est-à-dire il y a quand même un niveau de sécurité sur les données élevé. Puis c'est la même chose en Ontario. Donc, il y a la préoccupation qu'on ne puisse pas identifier des individus, mais c'est sûr qu'on travaille sur des données. De manière générale, on n'a pas l'impact des recherches qu'on fait sur des bases de données administratives va pas être sur les patients ou les individus qui sont dans les bases de données, de l'ensemble de la population parfois. Donc, je pense que l'aspect éthique est plutôt dans la prise de décision dans les politiques publiques après. C'est plutôt est-ce qu'on va favoriser tel groupe versus tel autre quand on est devant une décision d'allocation de ressources. Je pense que un institut comme l'INES, qui a la responsabilité de faire des recommandations au ministère par rapport à la couverture de certains médicaments, se retrouve à être comme dans cette situation difficile parfois de dire, puis personne n'aime dire non, on ne va pas rembourser tel médicament. Sauf que la réalité, c'est que il ne faut pas le voir comme non, on va pas rembourser tel médicament. C'est que si on décidait de rembourser ce médicament-là, ça veut dire qu'on n'aurait pas assez d'argent pour telle autre intervention. Puis au bout du compte, au niveau des résultats de santé, en remboursant ce médicament-ci, on va tuer des gens parce qu'on ne met pas l'argent ailleurs. Au bout du compte, ce qu'on veut, c'est améliorer la santé et le bien-être de la société. Donc, c'est sûr que mais comme j'ai dit, moi, je ne prends pas ces décisions-là. Alors,
Je peux dire, je travaille sur un article récemment, je peux dire une étude, ben c'est une politique américaine sur l'assurance maladie, mais je peux dire, ben, vous avez comme telle décision politique de certains États de ne pas avoir fait l'expansion de Medicaid peut avoir eu un impact, ben, a eu, selon mes résultats, un impact sur les faillites personnelles des individus. Donc, c'est sûr que c'est une décision. Moi, je fais l'évaluation de la politique. J'ai pas, de mon côté, un aspect éthique, mais je dirais que les gens derrière qui prennent la décision, ben eux, ils ont pris une décision comme qui a eu un impact sur la vie des gens. Est-ce que ça te va, Anne-Sophie? Oui, parfait, merci. Lauriane? Oui, moi, ce que j'ai le plus appris, OK. Ce qui va le plus me marquer de cette rencontre-là, c'est vraiment que les besoins sont illimités puis les ressources sont limitées. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans ce que vous avez dit, là, qui va me suivre au courant de mon besoins sont illimités. Les ressources sont limitées, les besoins sont illimités. C'est ça. Puis, en fait, ma question, c'était, là, avec la pandémie, on sait que, bon, la vie des gens a gagné au détriment des pertes économiques parce qu'ils ont décidé de fermer. Puis, ils disent que l'économie, bon, elle va moins bien et tout. Puis là, ils ont gagné quand même. Tu sais, c'est plus, le côté santé a gagné par rapport au côté économique. Mais est-ce que vous pensez que ça l'ouvre la porte à ce qu'il y ait plus de décisions prises par rapport à la santé des gens à l'avenir? Ben, moi, je pense pas que c'est la santé. Je pense pas que c'est en opposition. Hein. Mettons, quand on a fait le confinement, si on estimait je pense qu'il y a eu un estimé du coût du confinement au Québec à 90 milliards, je pense. Puis, on avait un estimé du nombre de personnes qui seraient décédées si on n'avait pas fait le confinement. Donc, si qu'on arrive à dire, ben, en fait, étant donné le nombre de vies qu'on a sauvées, nous a coûté, je sais plus, comme je vais dire un chiffre en l'air, là, mais mettons que ça nous a coûté $1 million par vie sauvée. Ça me semble être une décision tout à fait rationnelle d'un point de vue économique. C'est-à-dire, on a payé pour sauver des vies, mais c'est ça qu'on fait tous les jours de toute façon, payer pour sauver des vies. Parfois, ça nous coûte un peu plus cher, mais on n'a pas payé 1 milliard par vie sauvée. Donc là, si on parle de l'économie comme de façon plus macro, là, elle va reprendre de toute façon. Puis, donc, c'est sûr que ça reste comme des politiques publiques de ce qu'on fait, mais on estime l'impact sur la santé, mais aussi l'impact financier. Les pertes d'emploi, etc., on sait que ça va avoir un impact aussi sur la santé des individus, puis on veut aussi repartir l'économie en partie pour cette raison-là, parce que l'économie et la santé sont liés. Donc, c'est pas deux éléments en opposition, hein, c'est au contraire. Puis, je dirais qu'aux États-Unis, ils ont juste fait des mauvais calculs parce qu'ils ont pensé que l'impact économique serait plus important que l'impact sur la santé de leur population. Il y a ça, mais il y a aussi en partie le fait que ils ont réalisé, là je vais faire une interprétation, ils ont réalisé que les personnes qui étaient les plus affectées étaient des personnes dont je dirais que la vie compte moins aux États-Unis. Puis ça, c'est des valeurs différentes là, par rapport à l'équité puis aux différents groupes de population. Puis, on l'a pas mentionné dans mon parcours, mais moi, entre mon doctorat aux États-Unis et mon poste ici, j'étais prof aux États-Unis. Donc, j'ai enseigné le système de santé américain et l'économie de la santé aux États-Unis. J'ai pu aussi m'imprégner vraiment de la culture dans les États du sud des États-Unis en particulier. Puis de comprendre ça qui a été quelque chose de profondément choquant pour moi, mais de voir vraiment que finalement, si la majorité des personnes qui allaient être affectées par la COVID étaient des personnes plus importantes, les décisions auraient pu être différentes aux États-Unis.
C'est-à-dire, donc, Très intéressant. Très intéressant, vraiment un point important. Et je comprends. Et donc, cette réponse-là, en fait, on vient d'aborder, en fait, à travers la question de Laurence Lauriane, aussi la question de la pandémie, la télémédecine et aussi les inéquités par rapport à pour qui on est intervenu, pour qui on a arrêté l'économie, en fait. Puis les choix ont été quand même assez différents. Est-ce que, juste une question pour Jenny, puis j'aimerais que Jenny et Dr. Dupuis puissent répondre à cette question-là. Puis après ça, je vais avoir l'opinion de Maude. Fait que c'est sûr que, bon, Jenny qui s'occupe du développement économique, tu sais, pour Baie-Saint-Paul, puis tout ça, tu sais, bon. L'Organisation mondiale de la santé dit que l'accès à des professionnels de la santé dans les régions rurales, par exemple, pour prendre par exemple un médecin, un recrutement d'un médecin dans les régions rurales, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Fait que là, tu peux dire c'est un investissement, le médecin arrive, il va sauver du monde, la population va être en plus en meilleure santé, va plus travailler, va contribuer au développement économique. Il y a aussi le fait que ce médecin-là va dépenser de l'argent dans la région. Puis, les médecins gagnent des bons salaires, puis gagnent des meilleurs salaires encore en région parce que la rémunération, elle est amplifiée. Et qu'en Gaspésie, le médecin va gagner, je ne sais pas moi, où ça coûte, non, 30 % de plus que le médecin de Montréal. Et c'est compliqué un peu, tu peux acheter en ligne, mais les gens investissent localement, ils investissent, ils achètent des propriétés, ils achètent des affaires. C'est un autre problème pour les médecins qui dépensent trop et qui, en bout de ligne, sont accrochés à leurs dépenses. Ça, c'est un autre sujet. Mais à quelque part, je veux savoir à quel point est-ce que les agents de développement économique pensent à ça. Parce que, pour moi, c'est vraiment, si j'ai juste à prendre une position économique, le recrutement d'un médecin, juste pour sa capacité de dépenser dans la région, c'est important. C'est une PME, il n'y a pas beaucoup de PME qui vont te rapporter individuellement autant de sous localement. Fait que là, ça, c'est juste une pointe de controverse, mais en même temps, c'est à tenir compte dans les recrutements et de rétention. Et si on voit ça, comment est-ce qu'on facilite le processus de recrutement et de rétention en région par rapport à ça? Fait que Jenny? Bien, première chose, là, c'est que puis là, tu sais, je vais vraiment parler pour ma propre, ce que j'ai vu depuis le temps que je suis là, c'est que le lien entre, par exemple, le CIUS et les organismes de développement économique sont à peu près inexistants, là. Fait que ils commencent, comme il y a des problèmes de main-d'œuvre, ces liens commencent à se faire avec les organismes de développement économique. Disons, SANA, qui est un service d'accueil, commence à se parler pour voir comment on peut être attractif. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Donc, je dirais que les agents de développement économique sont peu au courant des besoins, puis si réellement il y a du recrutement à faire, puis des besoins de plaire à cette clientèle-là. Fait que ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui m'a vraiment... j'ai vraiment aimé du discours, c'est que quand je suis arrivée en poste, on m'a demandé de faire un plan de développement économique. Je me suis beaucoup questionnée sur pourquoi faire du développement économique, sur quoi c'est quoi qu'on veut atteindre, tu sais. Puis j'ai essayé de faire beaucoup de lectures sur les indices de bonheur, tu sais, puis c'est peu ancré en Amérique du Nord encore, là, tu sais, ce qu'on va retrouver, c'est des données qui sont plus au niveau mondial ou plus au niveau là, des pays de la Suède, de la Norvège, etc., où eux vont vraiment bâtir des politiques pour réussir à non faire juste de la croissance économique, mais à s'assurer que l'indice de bonheur croît. Fait que ça, c'est quelque chose que j'imagine qui peut être étudié au niveau économique, au niveau plus social, auquel moi, je me suis beaucoup intéressée et que j'ai pas trouvé ce que je pouvais. Puis comme il y a tous nos sondages sont pas faits dans ce lien-là nécessairement avec les gouvernements. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup à creuser là-dedans pour réussir au niveau économique à prendre les bonnes décisions pour nos populations. Fait que, je ne sais pas si j'ai
répondu à la question, mais oui, c'est... Ben, en fait, tu as amené un autre sujet aussi qui est finalement le bonheur, comment tu amènes une communauté finalement vers un niveau de bonheur et de bien-être aussi. Ça part C'est juste ça, parce qu'un niveau de bonheur, pour moi, la santé en prend un gros... gros point. Donc, mais aussi au niveau économique, donc le recrutement finalement de professionnels dans les régions, non seulement un impact sur la santé, mais un impact sur l'économie, surtout des régions qui, des fois, sont pas favorisées sur le plan économique. Puis là, docteur Dupuis, vous habitez dans Charlevoix depuis maintenant 25-30 ans. Vous êtes médecin là. Évidemment, vous savez l'impact de votre travail sur la santé des gens. Vous avez reçu en économie, mais juste vous et votre épouse qui est médecin, juste les investissements que vous faites juste localement, est-ce que ça représente quand même des chiffres importants? Puis tous les autres professionnels qui arrivent dans la région, pour une région comme la Malbaie, qui aussi par moments souffre économiquement comme les autres régions. Docteur Dupuis, vous êtes sur mute. On va vous demander de recommencer. C'est bon, là? Oui. C'est un point sur lequel je ne me suis pas beaucoup attardé. Je me suis plus attardé sur le collectif des travailleurs de la santé attelage dans Charlevoix. Et la remarque que je pourrais faire, c'est que les syndicats ont déjà joué un rôle extrêmement important dans Charlevoix sur le maintien des emplois. Là, quand on parle d'économie, on parle d'emploi. Et j'ai l'impression, depuis une quinzaine d'années, que les syndicats ont abdiqué ce rôle-là. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que les agents de développement économique s'intéressent à cet aspect-là. Et ça touche tous les secteurs. Par exemple, le secteur culturel, ça touche le secteur culturel aussi bien que la santé. Il y a des concepts, puis il y a des stéréotypes qui sont parfois méprisants. Par exemple, envers les travailleurs culturels. Un travailleur culturel, ça paye un loyer, ça paye de l'épicerie, ça a un salaire, ça dépense dans le milieu. Par contre, le gouvernement a toujours eu, envers les travailleurs de la culture, je dirais bien, un regard minimisant sur les travailleurs culturels. Mais je reviens à la santé. C'est une très bonne question. Effectivement, les médecins en région dépensent probablement beaucoup plus que la moyenne, mais ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire que les médecins vont dépenser peut-être des montants importants pour l'immobilisation pour leur maison, mais vu qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont noyés dans un nombre d'autres personnes qui ont les moyens aussi de dépenser ces sommes d'argent-là pour leur maison. Le train de vie des médecins en région, moi, depuis que je vis en région, je dois vous dire que les médecins que je côtoie n'ont pas un très gros train de vie. Et à ce titre-là, je ne suis pas sûr que les médecins soient des agents économiques importants. Moi, je suis toujours plus sur le nombre au niveau de l'impact économique régional. Est-ce que vous m'entendez encore? Mm-hmm. Oui. Non, c'est parce que je reçois un appel en même temps. Ma question pour les gens de l'économie se situe plus à un autre modèle. C'est la première fois que j'ai quelqu'un d'économie devant moi, là. J'aimerais bien ça poser la question qui me hante depuis les débuts de ma pratique. C'est la persistance des gouvernements dans leur propagande anti-médecin, de toujours présenter le revenu de médecin comme quelque chose de majeur. Et jamais que dans les revenus des médecins, on ne parle que les médecins n'ont pas de fonds de pension. Alors, la population, les médecins ont subi un préjudice quant à nos revenus parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Et si le montant brut des revenus des médecins apparaît actuellement élevé, il n'en demeure pas moins que ce montant-là, à comparer avec des montants presque similaires de fonctionnaires, de travailleurs techniques, n'est pas si élevé que ça. Et si ça a changé à travers les 30 dernières années au niveau des médecins, c'est parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vivent avec des collègues médecins. Et alors, le revenu du couple est vraiment doublé. Et
je pense, dans la modélisation des approches de rémunération des médecins, je pense qu'il est très, très, très important qu'actuellement qu'on emmène l'item fonds de pension. Je vous donne un exemple. Moi, si une infirmière prend sa retraite à 52 ans, alors que la moyenne chez le médecin est peut-être plus proche de 70, cette personne-là va recevoir autour de 60% de ses 3 dernières années en fonds de pension. Et j'avais calculé ça pour une infirmière, ça représentait le minimum 1 million, 1,5 million qu'elle aurait dû accumuler en économie. Alors que le gouvernement la protège par un fonds de pension qui est annexé à l'indice des coûts de la vie annuellement jusque durant toute sa vie. Et ça, c'est le premier point que je veux sensibiliser l'économiste. Quand on parle de modèle de rémunération des médecins, c'est facile de jauger, de jouer avec l'AC, la capitation, etc. Mais jamais qu'on utilise le modèle rémunération brute avec ou sans fonds de pension. De toute façon, peut-être la dernière remarque que je voudrais dire aux plus jeunes, c'est que la complexité du ministère de la Santé est actuellement son problème numéro 1. Cette complexité-là est paralysante et je vous écoute parler et vous m'en donnez la confirmation. Je suis toujours, moi, plus partisan de l'évaluation loco-régionale, des prises de décision loco-régionales, l'établissement d'un modèle de pratique en région rurale, les niveaux de décision, la façon que les médecins, finalement, trouvent une façon de s'identifier à leur milieu dans un système centralisé très, très difficile, alors que dans un système décentralisé, où est-ce que les médecins participent à l'élaboration des prises de décision, à la planification des effectifs, à la planification du développement de leur territoire et de leur bassin de desserte ou de leur responsabilité populationnelle. C'est un élément que moi, m'a toujours interpellé. Si jamais vous voulez en discuter, j'aimerais en avoir une conversation de 1 à 1 avec vous. Parce que souvent, nos jeunes confrères, évidemment, c'est pas évidemment dans leur formation, arrivent dans un milieu puis ils ne sont pas préparés à toutes ces conséquences-là. Alors, je termine c'est un excellent point, Dr. Dupuis. Fait que là, c'est un chapitre sur la rémunération des médecins, les fonds de pension, à l'acte versus salaire. C'est un gros chapitre. Mylène Breton a d'ailleurs fait une étude là-dessus. Peut-être qu'on va la questionner dans une autre entrevue. Mylène qui a fait cette étude-là. Puis peut-être que Maude, on pourra te réinviter à parler de ça. En passant, Dr. Dupuis, juste pour vous dire que Maude, c'est une économiste de la santé, mais elle ne travaille pas pour le gouvernement. Elle est professeure à l'université, donc elle est complètement indépendante de tous ces aspects-là. Et donc, assurément qu'elle est capable de elle serait capable de nous d'expliquer aussi l'impact d'un fonds de pension versus tu n'as pas de fonds de pension. J'ai bien compris ça, Richard. C'est pour ça que ça s'explique très bien pourquoi elle n'a pas accès beaucoup au ministère, parce que le ministère est une boîte fermée. Ils ont leur modèle qui est très, très étanche et c'est très difficile d'avoir des discussions constructives ou des échanges sur des philosophies. Même les fédérations ont de la difficulté à le faire. Même le Collège des médecins a de la difficulté de le faire. Alors, on comprend bien que des groupes... Mais la meilleure technique, je demeure convaincu, c'est d'avoir des modèles ruraux et d'avoir des projets pilotes en région qui joueraient le rôle d'influenceurs éventuellement sur les politiques. À mon avis, c'est le meilleur, c'est le plus souple, le plus léger, le plus facile à organiser. Bon point. Puis votre grande entrevue de la semaine passée a été, il y a 2 semaines déjà, a été très appréciée, Dr. Dupuis. Plusieurs personnes écoutent. C'est le premier podcast qu'on a mis, puis c'est vraiment, vraiment très intéressant. D'un franc-parler vraiment important, puis c'est vraiment intéressant. Jean-Paul, peut-être que si tu veux, je ne sais pas si je te laisse, on a terminé. Je te laisse faire un commentaire. Je dois te quitter, Richard. Merci. OK, parfait. Merci, Dr. Dupuis. Merci beaucoup. Jean-Paul, je te laisse faire un petit commentaire de la fin. Merci, Jean-Luc. À bientôt. Ah oui.
Puis, Jean-Paul, là, on va terminer. Maud, mais Jean-Paul, si tu veux faire une petite réflexion, comme d'habitude, tu arrives vers la fin et puis tu nous fais toujours une belle réflexion sur ton feeling, ta grande expérience à travailler à plusieurs niveaux sur ce que tu as appris aujourd'hui. Puis l'avantage avec ta stratégie, c'est que ça me force à parler rapidement. Je suis un placoteux, je pour ça dit ça. Je dirais que la présentation de Maude m'a, comme d'habitude, impressionné. Là, puis là, tu peux fermer tes oreilles, Maude, mais à quelque part, on a quelqu'un qui a une richesse, une expertise inouïe. Moi, j'en ai entendu des économistes, là. Puis j'en ai vu toutes les sortes. Puis tous aussi brillants les uns que les autres. Mais Maude a une perspective, une lecture, une approche par rapport à l'économie de la santé qui est beaucoup plus large que ce que je vois d'habitude, beaucoup plus proche du monde, beaucoup plus proche de l'organisation du service, des terrains. Donc, les variables, puis les indicateurs, les préoccupations qu'elle tient en compte quand elle regarde les enjeux liés aux aspects économiques sont beaucoup plus proche, je dirais, de la vraie vie, de la complexité de la réalité de la situation pour le monde, mais aussi pour l'organisation des systèmes. Si j'avais une suggestion à faire, en fait, c'est d'essayer de voir comment collectivement dans la région, on peut miser sur la richesse de cette expertise-là. Puis je pense, puis là, je vais poser directement la question à Maude. Moi, je pense qu'on a besoin de développer un modèle de lecture des enjeux économiques puis la capacité de suivre ces enjeux-là sur le terrain et dans la pratique, qui est beaucoup plus proche du terrain comme tel. Souvent, c'est sûr qu'il y a les grandes dimensions de politique, là, mais la partie proche du terrain puis de la dynamique des gens, des organisations, en tenant compte des contextes fort différents du milieu rural ou de différents niveaux. Si on était capable de développer, je dirais, un modèle d'intervention ou d'analyse de situation qu'on peut intégrer dans la majorité des projets que les gens font sur l'organisation de services, sur l'application je dirais, de modèles d'approche ou quoi que ce soit. Je t'écoutais pour la télésanté, tu sais bien que ça c'est venu me chercher solide. Mais l'ensemble des questions que tu as posées par rapport à ça, j'ai jamais vu un économiste aller aussi largement. Puis, à mon avis, c'est essentiel parce qu'on a une tendance beaucoup trop grande au niveau du central de prendre les choses en silo, puis de prendre un volet, un indicateur, puis ça va être lui qui va décider là, si c'est bon ou si c'est pas bon. Puis ce que tu as apporté, il faut avoir une lecture beaucoup plus large puis beaucoup plus proche du monde. Moi, personnellement, là, je sais que je suis plus en sortant qu'en rentrant, là, mais à quelque part, je vais pousser fort pour que tu puisses avoir un rôle d'influence je dirais, dans la région, dans l'équipe Vitam, dans l'équipe du Centre de recherche des gestion des services, pour justement que l'ensemble des gens qui sont dans l'univers de la recherche, comme Richard, comme tout le monde dans le laboratoire, puissent avoir beaucoup plus une lecture qui tient compte des paramètres que tu as soulevés aujourd'hui, là, je pense, puis qui les intègre dans leur réalité, autant d'organisation de services que de recherche et d'évaluation. En tout cas, merci beaucoup. Ça a fait ma journée et ma semaine. Maude, venant d'un gars comme Jean-Paul, c'est vraiment tout un beau commentaire, tout à ton honneur, Maude. Et c'est pour ça que tu es notre première jeune à faire partie, si on veut, là, je ne sais pas ton âge, là, mais à faire partie de nos grandes entrevues. Puis je pense que c'était vraiment bien réussi. Moi, je te remercie vraiment infiniment de toute ta participation, de ta générosité aujourd'hui. On aurait pu t'écouter pendant très longtemps, puis j'ai senti que je devais un peu raccourcir parce que je t'ai promis quand même 1h30. Mais Karine, j'aimerais te laisser parce que Karine, tu es quand même la coordonnatrice du Living Lab. Puis en fait, souvent, comme en bout de ligne, c'est toi qui ne poses pas la question parce qu'on donne le temps puis il ne reste plus de temps. Mais même si tu n'as pas de questions, je sais que tu en aurais beaucoup, tu en as toujours beaucoup, mais je ne sais pas ta réflexion par rapport à Maude. Puis je sais que tu veux aussi parler du reste de la journée pour les stagiaires. Oui, bien effectivement, merci beaucoup, Maude, pour cette belle rencontre-là. Là. Puis j'ai une liste de questions et bon, c'est pas grave, je vais t'écrire.
Puis aussi, c'est juste dire par contre que je coordonne le Living Lab, mais je suis au postdoc, puis je m'intéresse beaucoup aux inégalités de santé, inégalités sociales de santé en santé numérique. Fait qu'on a des intérêts de recherche communs, là. Fait que, bref, ça serait le fun éventuellement d'avoir une discussion autour de ça. Mais d'abord, te remercier sincèrement. Ce que moi j'ai retenu, en fait, c'est ta capacité, justement, puis ça va un peu dans le même sens que ce qui a été dit précédemment, mais cette capacité-là à voir les différentes facettes d'une situation. Là. Puis l'exemple de la télémédecine, moi aussi, me rejoint beaucoup, là, les impacts, puis tout ce qu'on pouvait voir, là, ce qui va au-delà de ce qu'on va retrouver dans la littérature, des fois, quand on va faire un argumentaire pour ou contre la télémédecine. Là. Fait que ça m'a beaucoup plu, et puis je te remercie pour cette richesse-là. Pratico-pratique, juste dire aux stagiaires qu'on se retrouve à 1h30 pour parler de vos projets d'innovation. Puis, je ne sais pas si Maud, tu voudrais avoir le mot de la fin. Moi, je veux juste remercier Richard de l'invitation. Ça a été très agréable. Puis, remercier tout le monde pour les questions qui ont vraiment permis d'aller sur des sujets et tout ça. J'ai trouvé ça très agréable. Puis, ça me ferait plaisir s'il y en a d'entre vous qui veulent continuer la conversation à d'autres moments. Je suis disponible. Puis Maud, on t'a accroché là, dans le Living Lab. Fait que tu vas voir, on va t'embarquer là-dedans avec tes étudiants. Puis c'est un lab, hein? Fait qu'on teste des affaires, on les évalue, tu peux mettre du monde, on va mettre des ressources. Ce serait vraiment le fun de t'avoir. Ça marche. C'est un début. OK? Fait que merci tout le monde, puis on se retrouve tantôt. Merci beaucoup.